Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler de Salesforce. Les résultats ils sont sortis il y a quelques jours. Alors c'est pas une boîte que j'ai en portefeuille personnellement parce que je l'ai découvert je la connais depuis assez longtemps, mais j'ai commencé à l'analyser il y a pas très longtemps et franchement ça commence à devenir très intéressant. Donc on va voir ça ensemble. On va parler du business, on va parler des résultats et on va parler bien évidemment de la valorisation pour voir si c'est un bon prix. Et spoiler, c'est vraiment il y a un moyen d'avoir un bon rendement aujourd'hui avec le prix actuel. Donc on va voir ça ensemble. Alors il y a pas mal de choses. On va essayer de découper ça en 3 segments. Donc la partie business, on va parler maintenant, et ensuite on verra la valorisation. Donc la partie business, pour ce qui est de la partie business, il faut savoir qu'en gros Salesforce, qu'est-ce que c'est? C'est un CRM. Donc en gros c'est un logiciel de gestion de relations clients. Alors c'est pas eux, parce que c'est vrai qu'on peut confondre avec ça. C'est pas eux qui vont faire la gestion client. Eux ils vont seulement faire l'intermédiaire entre les entreprises et les clients pour qu'il y ait une bonne gestion client. Donc ils vont en fait proposer différents services, différentes plateformes, différentes intégrations au sein de ces plateformes qui vont permettre une meilleure gestion de relations clients, une meilleure relation client entre eux. Du coup les entreprises et leurs clients, ça peut être également leurs fournisseurs, etc. Donc voilà, donc c'est vraiment un intermédiaire et en fait leur business model, il est basé sur ça et ça va vraiment fonctionner sur de l'abonnement en fait. Donc ça va être de l'abonnement principalement, ce qui fait que c'est des revenus récurrents, donc c'est du recurring et ça c'est très intéressant. Nous on aime vraiment ça, hein. Le premier truc qu'on va rechercher, pas un des premiers trucs, mais quelque chose qui est très intéressant de rechercher en bourse, c'est la pérennité des revenus, c'est la stabilité des revenus. Et là, en l'occurrence, avec les abonnements, ça renforce vraiment ce point-là. Donc, on va voir ça petit à petit. Pour ce qui est des parts de marché, alors j'ai trouvé différentes études, notamment celle-ci. Alors, je pense que c'est pour ça que personnellement, j'aime pas trop regarder les parts de marché parce que en fonction des études, ça peut vraiment diverger dans tous les sens. Globalement, je pense que celle qui est la plus fiable, c'est celle-ci parce que c'est celle qui a été publiée par l'IDC. Et l'IDC, c'est un organisme vraiment très reconnu pour ça. Donc, il a publié que, en gros, Salesforce était le premier CRM aujourd'hui, et ça fait plus de 10 ans. Aujourd'hui, je crois qu'ils ont été élus la 11e ou la 12e année d'affilée comme premier CRM. Là, aujourd'hui, en 2024, en termes de part de marché, on voit qu'aujourd'hui, la différence entre le premier et le deuxième, qui est en l'occurrence Microsoft, on passe de 22%, 23% de part de marché à 5%, 6% pour Microsoft. Donc on voit que vraiment entre le premier et le deuxième, il y a une différence qui est énorme. Et là, pour ce qui est de l'étude juste à côté, c'est une étude qui était... alors je crois pas vraiment que la source elle est fiable. Je pense qu'ils ont oublié certaines entreprises, ce qui fait que Salesforce, en fait, on retrouve à peu près les mêmes boîtes. On a Adobe, on a Microsoft, on a HubSpot, on a Oracle, etc. Sauf que là, je pense qu'ils ont oublié certaines boîtes parce qu'en fait, on voit que Salesforce a plus de parts de marché. On est aux alentours des 30%, je crois. Donc voilà. Donc là, c'est déjà un bon point. On est vraiment premier dans le business. On est vraiment premier sur le marché. Et aussi, ce qui est intéressant de voir, donc là c'est une étude qui montre le marché, donc là c'est seulement aux US, et la croissance potentielle des outils CRM, donc du marché des CRM jusqu'au 2030, donc de 2023 à 2030, et on voit que c'est un marché qui pourrait croître de environ 12,5% par an jusqu'à 2030, et honnêtement c'est vrai que ça paraît énorme, mais honnêtement moi personnellement ça me choque pas, parce qu'en fait quand on voit aujourd'hui que aujourd'hui on est vraiment dans une société où la barrière à l'entrée pour créer un business, pour créer une entreprise, elle s'est beaucoup plus affaiblie, ce qui fait qu'aujourd'hui, n'importe qui, entre guillemets, peut créer, entre guillemets, un business facilement, notamment avec l'arrivée du business en ligne, du e-commerce, etc. Et ces personnes-là, si elles veulent faire croître si elles veulent développer leur entreprise, elles vont devoir utiliser des CRM parce que ça améliore considérablement l'efficacité opérationnelle. Par rapport à ça, il y avait une étude qui a été menée par notamment Nucleus Research, qui montre qu'en fait, donc la dernière étude en date, elle était en 2014. J'ai pas trouvé d'autres études qui étaient plus récentes. Mais globalement, ils avaient fait 2 études, une en 2011 et une en 2014. La première en 2011 montrait que $1 investi dans un CRM rapportait en moyenne pour les entreprises 5,6 $. Donc c'est quand même un retour sur investissement qui est énorme, de par l'automatisation, de par le temps gagné, etc. En 2014, c'est passé de 5,60 à 8,71. Donc vraiment une excellente progression. Et aujourd'hui, on pourrait même estimer que c'est au-dessus de 10, voire au-dessus de 15, voire plus, parce que on a notamment l'IA qui est arrivée, etc. Donc ça permet encore une fois d'améliorer grandement l'efficacité opérationnelle et donc la rentabilité du capital des entreprises qui sont clientes
de chez Salesforce et même des CRM de manière générale. Donc là maintenant on va s'intéresser aux 6 segments, aux différents segments en fait de l'entreprise, comment est-ce qu'elle fait de l'argent avec ses différents services, etc. Et on va voir que c'est notamment très intéressant parce que ces 6 segments ils sont vraiment regroupés et on peut vraiment intégrer un segment à l'autre, c'est-à-dire que en tant que client, par exemple si je vais utiliser, on va voir maintenant, si j'utilise par exemple la partie service et la partie vente, je peux intégrer la partie service dans la partie vente et avoir vraiment une mutualisation des données et une meilleure efficacité, donc ça peut résoudre beaucoup plus de problèmes, ce qui fait que en utilisant un service de chez Salesforce, c'est beaucoup plus probable pour une entreprise qu'elle l'utilise, qu'elle reste, on va dire, dans l'écosystème Salesforce parce qu'il y a des intégrations qui sont communes et ça améliore vraiment, ça fait un effet multiplicateur sur l'efficacité de l'entreprise qui va être cliente en fait de chez Salesforce. Donc là, j'ai regroupé donc les différentes offres en fonction des plateformes, des segments. Et en fait, ce qu'on peut voir, déjà, c'est les différentes offres. Il n'y a pas que ça, entre guillemets, comme offre. C'est les premières offres. Après, évidemment, peut y avoir des offres qui sont plus personnalisées en fonction de la taille de l'entreprise, en fonction de ce qu'elle recherche, etc. Là, on va dire que c'est vraiment les premières offres. Mais c'est déjà pas mal, franchement, c'est déjà pas mal. Pour ce qui est de la partie vente, donc en gros, la partie vente, l'entreprise, elle va s'occuper de gérer tout le process de vente, d'automatiser tout le process de vente. Donc là, j'ai marqué du suivi des leads, de l'emailing, des insights sur les différentes statistiques nécessaires à gérer donc efficacement le process de vente. Et on va voir qu'en fonction de ça, ils vont avoir différents paliers d'abonnement possibles. J'ai pas mis évidemment tout ce que peut faire cette partie-là. Évidemment, pareil pour tous les différents segments, ce serait impossible sinon de tout détailler. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que tous ces segments, toutes ces parties, elles sont réunies au sein d'une plateforme qui s'appelle Customer 360 et qui réunit, qui englobe toutes ces parties-là. Et donc ça centralise tout ça et c'est très intéressant. Parce que encore une fois ça permet de mutualiser, de faire un effet multiplicateur sur toutes les intégrations qu'on peut ajouter, notamment par exemple voilà, comme l'exemple de vente et de service, si vous intégrez la partie service à la partie vente, globalement vous allez pouvoir avoir un effet multiplicateur sur ça. Ensuite pour la partie service, donc centralisation des process de gestion relations clients, donc là c'est la fameuse partie de la gestion de relations clients, donc purement le CRM en gros. Donc ça s'occupe pas de la relation client directement, ça offre une plateforme qui permet d'optimiser les interactions pour les entreprises et leurs futurs clients, donc email, téléphone, etc. Et là pareil, on a des offres par abonnement en fonction de ça. Ensuite on a la partie plateforme qui va proposer des solutions personnalisées, notamment pour les métiers on va dire plus complexes, et ça va aussi, on va pouvoir intégrer l'IA directement, l'IA qui s'appelle Einstein. C'est la plateforme, c'est cette plateforme-là que vous allez pouvoir intégrer à tous les autres services. Et donc là, il y a une offre d'abonnement qui correspond finalement à ce que vous voulez. Et après, vous pouvez intégrer finalement cette plateforme-là aux autres pour avoir une meilleure, encore une fois, efficacité de votre gestion client, gestion fournisseur, etc. Et donc concrètement, à quoi ça va servir? Globalement, en fait, on a par exemple, pour la partie vente, vous allez pouvoir mettre en évidence le sentiment du client. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, l'IA va pouvoir se mettre à la place du client et vous allez pouvoir prendre des décisions en fonction de ça. C'est-à-dire, par exemple, si le client il réagit mal pour, par exemple, je sais pas, un type de produit ou un type de service que vous vendez, vous allez pouvoir agir en conséquence. Et s'il réagit mieux après, vous avez en fait amélioré tout simplement votre entreprise parce que vous avez votre client il réagit mieux, le client entre guillemets moyen réagit mieux. Et donc ça c'est très intéressant pour améliorer l'efficacité, encore une fois, parce que vous avez un retour qui est vraiment très rapide via l'IA. Donc ça, c'est encore une fois très intéressant. Donc j'avais mis. Donc il y avait d'autres choses aussi pour le service, par exemple. Ça permet de répondre automatiquement aux clients avec les connaissances pertinentes de l'entreprise. Donc là, c'est pour tout ce qui est gestion client. Pour le marketing, par exemple, on va pouvoir générer automatiquement des textes d'email pour des campagnes marketing. Et pour la partie commerce, on va pouvoir, par exemple, fournir. Donc là, je sais pas si vous voyez, je vais mettre en plus grand quand même. Voilà, on va pouvoir fournir une assistance pas à pas pour créer les vitrines numériques à forte taux de conversion. Donc là, globalement, c'est un Shopify en gros pour les business. Typiquement Adidas, ils sont chez Salesforce sur la partie commerce depuis je crois 2011, quelque chose comme ça, et en gros ils ont créé leur boutique e-commerce via la partie via Salesforce. Et là l'IA elle peut permettre, vous pouvez directement intégrer l'IA Einstein dedans et avoir améliorer le taux de conversion avec les différents templates, les différents conseils de l'IA entre guillemets. Et donc voilà. Donc on y vient pour la partie commerce. Donc en gros, ça permet d'optimiser l'expérience
de consommation et d'achat du client, de la conception d'une boutique en ligne jusqu'à la génération des descriptions de chaque produit, service, etc. Et ça, c'est via l'IA, encore une fois, donc je l'ai mis juste ici, donc que vous pouvez intégrer via la plateforme. Donc une fois que vous avez, entre guillemets, vous êtes client de la partie commerce, vous pouvez être client de la partie plateforme, et à ce moment-là, vous pouvez intégrer cette partie-là. Et ensuite, du coup, les entreprises peuvent proposer des produits et services en fonction du comportement passé du consommateur, et ça, c'est très intéressant parce que vous pouvez, encore une fois, grandement améliorer l'efficacité opérationnelle de votre boîte, comme ça. Donc, par exemple, les sites e-commerce, etc. En fait, Salesforce, ils sont c'est un peu les vendeurs de pelles. C'est un peu les vendeurs de pelles, en fait. C'est-à-dire que pendant que tout le monde est en train de créer son site e-commerce, ou dropshipping, ou j'en sais rien, globalement, on a Salesforce qui derrière vend les pelles à tous ces boutiques e-commerce là. Et finalement fait du cash comme ça. Donc là, pour la partie marketing, ça permet en gros aux entreprises de planifier, de personnaliser, d'automatiser, d'optimiser les différents parcours individualisés pour les clients. Donc récupérer l'email, en gros, le téléphone, les réseaux sociaux, etc. Et d'avoir un suivi, on va dire, individualisé de la personne pour augmenter sa LTV et proposer, on va dire, des produits, des services, faire des campagnes email, etc. Pour augmenter la LTV du client. Donc la LTV, qu'est-ce que c'est? C'est la lifetime value. C'est en gros tout le chiffre d'affaires que vous êtes capable de récupérer d'un client tout au long de sa vie, en fait. Donc ça mesure la rétention du client. Plus la LTV est grande, plus ça veut dire que vous allez avoir du chiffre d'affaires qui va être généré à partir d'un seul client, en fait. Et on voit que forcément, plus vous avez de données, donc là on est vraiment sur des tarifs qui sont énormes, plus de 100 000 euros par an, et en plus c'est à partir de 100 000 euros par an. Après ça peut aller beaucoup plus loin si vous avez des datas qui sont beaucoup plus grosses à gérer, parce que derrière c'est géré avec le cloud, et forcément plus vous avez de data à gérer, plus vous allez payer cher le cloud, tout simplement. Et donc là maintenant pour la partie intégration et analyse, donc là ça va être les différentes acquisitions, notamment Tableau, Mulsoft, etc. que Salesforce dont Salesforce a fait l'acquisition. Donc ça permet l'intégration de différentes API au sein, et ça peut être intégré d'ailleurs à toutes les parties qu'on a vues avant. Donc elle permet de traiter les données des entreprises comme le chiffre d'affaires sur un segment précis, faire une analyse de marché, repérer les tendances, et donc ça c'est donc agir en conséquence pour directement l'entreprise qui se procure ce service. Et donc ça peut paraître un peu redondant parce que forcément vous pouvez avoir des analyses de marché, enfin pas des analyses de marché mais des analyses de données directement dans la partie vente et directement dans la partie service, et aussi la partie plateforme aussi. Et mais là ça va plus loin, en fait. Vous pouvez carrément repérer des tendances directement avec l'IA, vous pouvez analyser un segment précis, et donc forcément ça va un peu plus loin, et vous pouvez directement intégrer cette partie, notamment la partie Tableau. Donc là c'est l'acquisition de Tableau, je crois qu'ils l'ont fait pour je sais plus c'était en quelle année, mais ils l'ont fait pour plus de 15 milliards de dollars. Donc c'est assez ouf, hein. De toute façon les acquisitions dans le secteur de la tech, c'est souvent des multiples de valorisation qui sont énormes, mais c'est pour ça que ça revient aussi cher. Mais derrière l'acquisition de Tableau, elle a permis d'augmenter considérablement la valeur de Salesforce et même le chiffre d'affaires de Salesforce. Donc là on a par exemple une des offres de la partie de Tableau, en fait. Et donc voilà. Ensuite on a la Slack. Donc Slack, ils ont intégré Slack il y a pas très longtemps. Enfin si, c'était quand même, je crois, en 2021. En 2021, je crois qu'ils ont finalisé en 2021 ou 2022, je sais plus. Et voilà, en 2021, c'est marqué pour 27 milliards de dollars. Donc c'est vraiment énorme. À savoir que lorsqu'ils ont fait l'acquisition de Slack faisait 900 millions. C'est marqué ici. C'est marqué, où est-ce que je l'ai mis, c'est ici, voilà, en 2020 ils faisaient 902,6 millions de chiffre d'affaires. Donc ça veut dire qu'ils ont acquis Slack pour un price to chiffre d'affaires, donc un price to sales de 30. Donc c'est vraiment énorme. Mais d'un côté on peut se dire que c'est énorme. De l'autre côté on peut regarder les marges que fait Slack, et Slack, on est sur des marges opérationnelles qui sont aux alentours de 80%, en fait, ce qui est juste indécent. Et en fait on a un price to sell qui est quasiment égal au price to earning, donc au PER. Donc on doit être à peu près, si on est à par exemple des marges de 80%, vous faites 30 divisé par 0,80, vous tombez peut-être à peu près sur 37, 38, ce qui est certes très élevé, mais quand en fait on voit ce qu'a permis l'intégration de Slack par Salesforce, en fait on voit la montée du chiffre d'affaires derrière, et les actifs, enfin les utilisateurs actifs derrière, qui a fortement grimpé. Et en fait on voit qu'aujourd'hui, une acquisition qui a été faite en 2021 à un PER de 37, 38, on voit qu'aujourd'hui le PER, étant donné les revenus générés et les bénéfices générés, il est beaucoup plus faible. On se retrouve aux alentours, je crois, de 8, 9. On peut faire le calcul ensemble, mais globalement, imaginons que vous avez un chiffre d'affaires, donc là on est sur un price to chiffre d'affaires de 30,6, donc 30,6, je me suis trompé,
30.6 divisé par 0,80 parce que vous avez 80% de marge, vous êtes sur un PER de 38. Si vous êtes sur un PER de 38 et que globalement vous avez vos earnings qui font, si imaginons on est passé de, c'est en bas, on est passé de 900 millions à 6 milliards, de chiffre d'affaires. Donc imaginons qu'on garde à peu près cette marge de 80%. On est à 6 milliards, donc 6 000 millions, on va mettre multiplié par 0,80. On est à 4 800 millions, donc 4,8 milliards de revenus nets. Et en fait, on divise le prix d'acquisition, donc qui était de 27,7 milliards, donc 27,7 milliards, divisé par 4,8, et on voit qu'on est à un PER en fait de 6 quasiment, ce qui est extrêmement faible. Et en fait, quand on regarde, ça me fait penser un peu à lorsque LVMH a intégré Tiffany. LVMH, ils ont acheté Tiffany, je crois, pour un price to earning de 45 ou de 50, mais une fois que l'acquisition a été faite, en fait, ils ont explosé les revenus. Ils ont, je crois, en 2 ou 3 ans, ils ont fait x3 sur les revenus, ce qui est énorme, mais ce qui en fait diminue le PER de revient que vous aviez payé. Et en fait, ça justifie, je ne sais pas, mais en tout cas, ça explique le fait de payer aussi cher ces entreprises, surtout pour Salesforce en fait, parce que ça peut amener grandement à l'entreprise en termes de chiffre d'affaires, en termes de revenus derrière, en termes de cash. Donc voilà. Et donc au niveau des utilisateurs, on voit qu'on est passé pareil de 14 millions, donc en 2020, de 21 millions à 54 millions. Et on voit ensuite, si on descend un petit peu, donc là c'est moi qui fais le graphique, les revenus par utilisateur ont fortement augmenté dû à les différentes intégrations que permettent Salesforce. Parce qu'ensuite, une fois que Salesforce intègre Slack, il peut mettre Slack à disposition de toutes les autres parties, de tous les autres segments. Donc là, le segment sales, le segment vente, le segment service, le segment commerce, etc. Et on peut avoir tout un tas d'intégrations qui est faite, ce qui fait que les personnes qui sont par exemple sur le segment sales peuvent utiliser Slack, et les personnes qui sont sur Slack peuvent utiliser le segment sales. Donc c'est vraiment réciproque, et ça mutualise encore une fois, et ça fait un effet multiplicateur sur tous les différents segments de l'entreprise. Et c'est pour ça, c'est ce qui explique en fait un revenu par utilisateur qui a fortement augmenté une fois que l'acquisition a été faite en fait. On a aussi des partenariats avec notamment Google et AWS. On a eu en fait, je crois qu'AWS d'ailleurs, je crois que Salesforce utilise AWS en termes de cloud, donc ils sont chez eux. Je crois que AWS, en ce moment il y a AWS, Google et Azure, donc Microsoft, qui sont vraiment les premiers en termes de cloud, et je crois que AWS est premier avec plus de 30% des parts de marché, et on a en fait Salesforce qui est chez AWS. Ils sont également chez Google et Azure, mais je crois que c'est les premiers, ils sont chez AWS en premier. Et en fait, on a des partenariats qui sont faits notamment avec AWS pour le cloud, et également avec Google, et notamment, on a un exemple avec Google Workspace qui est intégré dans Salesforce. Et ça veut dire que en fait, on a par exemple pour la partie Gmail, une entreprise par exemple qui reçoit un email d'un client potentiel dans Gmail, elle peut directement l'enregistrer cet email comme un nouveau lead dans Salesforce sans quitter sa boîte de réception. Donc ça permet en fait d'automatiser certaines tâches, et ça peut paraître anodin, ça peut paraître quelque chose de en fait pas très important, mais tout un tas d'automatisation comme ça vraiment ça permet un gain de temps qui est juste énorme en fait à long terme. On voit vraiment ce truc comme l'effet composé que vous pouvez obtenir sur le long terme, et là en l'occurrence avec Gmail ça permet d'intégrer ça à Salesforce. Ensuite on a Google Meet. Pendant une réunion, un responsable d'une entreprise peut prendre des notes directement dans Meet ou dans Doc, et ensuite peut intégrer ces notes directement avec Salesforce, donc il peut directement synchroniser les deux, et ça encore une fois ça permet un gain de temps qui est énorme en fait à long terme. Donc c'est toutes ces petites intégrations qui vont faire que finalement encore une fois ça fait un effet multiplicateur, et c'est très intéressant pour le client. Maintenant passons aux résultats du Q2 2024 et du coup du S1 du premier semestre 2024. On va voir que les résultats, les chiffres sont très bons. On va voir ça ensemble. Alors plusieurs parties, on va commencer par les chiffres clés. Globalement, on a une augmentation des revenus de 8% sur le Q2, donc sur le deuxième trimestre, à plus de 9 milliards, avec également une augmentation de la marge opérationnelle, une augmentation aussi du coup des souscriptions, enfin des abonnements, parce que la plupart de leurs revenus sont des abonnements. Et donc à peu près une augmentation des abonnements de 9%, ce qui est très bien, et aussi de la marge opérationnelle. Alors ce qu'il faut faire gaffe dans la marge opérationnelle, c'est que ils mettent en avant, et ça c'est toutes les entreprises de toute façon, mettent en avant souvent des marges qui sont et même des chiffres qui sont non GAAP. Donc ça veut dire que globalement qui respectent pas les normes GAAP, c'est eux qui les calculent eux-mêmes, et à côté ils sont obligés par transparence, on va dire, de fournir les données GAAP.
Et on voit qu'aujourd'hui, la marge opérationnelle non GAAP est de 33%, alors que la marge opérationnelle qui est GAAP, elle est à 19,1%. En fait, il y a un énorme trou entre les deux, ce qui fait une grosse partie de ce décalage. C'est qu'on a en fait beaucoup de SBC, de Stock-Based Compensation, donc en gros la rémunération par stock option aux employés de Salesforce. Et le problème de ça, c'est que pour rémunérer en fait en stock option les employés, ils vont émettre des actions, ce qui fait que ça dilue les actionnaires. Et étant donné que c'est pas pris en compte dans les normes GAAP, et que globalement dans le cash flow, vous avez, étant donné que c'est pas une sortie de trésorerie, on va le voir juste après, c'est pas retiré du cash flow, ce qui fait que nous, on doit le retirer nous-mêmes, et on va voir que ça représente quand même 25% du free cash flow, ce qui est quand même beaucoup, et ce qui est quand même équivalent à, je crois, je sais plus combien Google. Je crois que Google est à peu près aux alentours de 20-30%, pareil. Donc c'est quand même énorme. Et ce qui explique aussi, même si la valo elle est très basse par rapport à son historique, ça explique une valo très basse parce qu'on a des stock-based compensation qui sont aussi très très élevés, qui représentent quand même une bonne partie du free cash flow. Donc on va voir ça juste après. Donc pour ce qui est des chiffres, sinon c'est très bon, croissance d'abonnements plus 9%. Taux d'attrition, alors qu'est-ce que c'est le taux de perte de clients sur le total des abonnés en début de période. Donc parmi les plus faibles, on est parmi les plus faibles du marché, notamment HubSpot, qui est aussi un CRM, qui est aux alentours de 14-15% de taux d'attrition. Là on est à 2 fois moins, donc ça veut dire qu'ils perdent 2 fois moins de clients Salesforce. Donc c'est très très, c'est très intéressant, et c'est encore une fois une preuve du moat qu'a l'entreprise et de l'avantage concurrentiel qu'a l'entreprise sur son marché. Et ensuite on a aussi des chiffres qui sont intéressants, c'est marqué juste là, ça va être le Current Remaining Performance Obligation. Donc en gros ça va être les obligations de performance restantes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça va être les abonnements qui n'ont pas encore été retenus qui n'ont pas encore été reconnus comme revenus, mais qui vont probablement venir, qui sont contractuels. Et donc là, on va avoir 26,5 milliards de dollars qui vont être reconnus en tant que revenus ces 12 prochains mois. Il faut savoir qu'il y a aussi 27 milliards de dollars qui vont être reconnus en tant que revenus entre 12, alors pour les contrats supérieurs à 12 mois. Donc généralement, c'est entre 13 et 36 mois. Et donc voilà, donc ce qui fait qu'il y a quand même plus de 53 milliards, 53,5 milliards de dollars qui vont être reconnus ces 36 prochains mois. Et ça assure, on va dire, ça assure une prévisibilité des revenus, et ça, on adore tout simplement, donc c'est très bien. Et donc 1 an et demi en gros de revenus assurés, parce qu'aujourd'hui Salesforce fait à peu près 35 milliards de revenus. Je crois qu'ils vont monter en 2024 en TTM, ils doivent être à 40 milliards, donc ça fait à peu près 1 an et demi, 1 an et 3 mois de revenus assurés, ce qui est encore une fois très 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 intéressant. Donc maintenant, quelque chose d'intéressant et d'important à regarder aussi, c'est la cyclicité du free cash flow. Et en fait, on remarque que depuis, donc là c'est un graphique qui nous montre, en gros, je vais le mettre en plus grand, le free cash flow depuis 2020, donc c'est par quarter, et aussi les marges de free cash flow. Et on voit qu'en fait, il y a une cyclicité au niveau des cash flows encaissés. Et en fait, c'est vraiment, en fait, c'est pas dû aux revenus, parce que quand on regarde l'augmentation des revenus de Salesforce, c'est vraiment très très linéaire en fait. Donc c'est pas dû aux revenus, et ça c'est normal, parce que c'est un business par abonnement, donc logiquement il n'y a pas de problème au niveau de la cyclicité des revenus, mais il va y avoir une cyclicité, une espèce de saisonnalité de revenus encaissés. Et ça c'est dû au fait que en fait la plupart des revenus encaissés ils sont encaissés, là on voit en fait les créances clients sont encaissées souvent le premier trimestre 2024, enfin le premier trimestre, donc le Q1 et aussi le Q4 il me semble. Quand on regarde ici en fait, on met en grand écran, on voit que le Q1 2024, le Q1 2023, le Q1 2022, c'est là où ils encaissent en fait toutes les créances clients, ce qui fait que en fait dans le cash flow vous avez une énorme ligne créances clients, ce qui fait qu'il s'ajoute directement à votre cash flow. Et on voit aussi qu'il y a que c'est aussi le cas le Q4 du coup 2023, donc tous les Q4 et les Q1, on a en fait les revenus des créances clients qui sont encaissés, et donc voilà, donc c'est pas dû à la cyclicité des revenus, parce que les revenus en fait ils sont prévisibles, c'est plus au niveau de l'encaissement directement au niveau du cash flow, donc c'est là que ça va en fait faire la différence. Et sinon, au niveau du free cash flow, on est quand même sur le premier semestre 2024 sur une augmentation de plus 40,2%. Donc c'est encore une fois, c'est quelque chose d'énorme. Et donc voilà, donc ça c'est très bon. Et donc là, on voit directement sur le rapport, le rapport trimestriel du Q1 2024, où en fait on voit que c'est les créances clients
donc qui sont directement encaissés et qui alourdissent la balance. C'est pour ça que globalement les 3 mois donc de janvier à avril, en fait, il y a eu un gros cash flow. C'est parce qu'on a une cyclicité au niveau des revenus encaissés, et c'est ce qui explique en fait ça. Et globalement pour le Q2 2024, donc les résultats qu'on a eu là très récemment, c'est pour ça qu'on est beaucoup plus faible, mais en tout cas au niveau des revenus on a une augmentation, et après c'est juste une histoire d'encaissement en fait. Donc voilà. Ensuite, un point qui est vraiment très important, ça va être justement les stock-based compensation. Là en fait on voit directement les stock-based compensation du coup de Salesforce, et on voit qu'elles sont vraiment en augmentation vraiment constante. Et on a aussi le free cash flow à côté, donc depuis 2012, et on voit que le free cash flow évidemment augmente plus vite que les SBC, mais on voit que en fait quand on fait le calcul ensemble, on a juste à faire 2927 aujourd'hui, donc les revenus, les SBC qui vont être délivrés en 2024, donc celles qui sont en TTM, et on divise par le revenu, donc 11 461, et on voit qu'on est à peu près à 25%, ce qui représente quand même une grosse partie. Et ça, c'est du revenu en fait que vous devez, c'est du revenu qui est pas compté, c'est-à-dire qu'il n'est pas directement déduit du free cash flow, donc vous devez le déduire. Et en fait, étant donné que c'est des dilutions d'actions, c'est important de les déduire, parce que sinon, il n'y a pas de création de valeur en fait derrière. Donc vous êtes obligé de déduire ça, et donc le vrai free cash flow entre guillemets, ça va être 11 461 divisé par, pas divisé, mais moins 2927, et là on tombe finalement sur le vrai free cash flow qui est de 8,5 milliards, et donc là c'est vraiment le vrai free cash flow à la fin qui reste pour récompenser les actionnaires, pour payer les dettes, pour acheter des actions, etc., etc. Et finalement, quand vous regardez les multiples de valorisation, donc par exemple là je suis sur le price to free cash flow, donc en gros la capitalisation boursière divisée par le free cash flow généré par l'entreprise, donc de Salesforce, et là on voit qu'on est déjà on est à un plus bas historique, et en plus de ça, ça c'est donc le free cash flow qui n'est pas déduit des stock-based compensation. Donc c'est-à-dire que pour faire le vrai calcul, vous devez déduire les stock-based compensation. Donc en l'occurrence là on a à peu près 25% de stock-based compensation, donc ça veut dire que vous devez diviser le ratio par 0,75. Donc en gros vous faites 21,1, vous faites diviser par 0,75, et là vous tombez sur 28, qui est en gros le vrai free cash flow le vrai price to free cash flow déduit des stock-based compensation. Et là ça vous donne un ratio qui est plus fiable entre guillemets, et qui est donc beaucoup mieux pour estimer votre valorisation, etc. Si on regarde du côté des actions, de l'augmentation des actions en circulation, on voit que avec justement toutes ces stock-based compensation, en fait il y avait énormément d'actions qui étaient diluées. On a notamment fait quelques acquisitions aussi avec des actions, avec dilution d'actions, et en fait on voit que c'est vraiment en augmentation, et c'est juste depuis quelques années, notamment 2023 plutôt, on commence à racheter des actions, et mais d'un autre côté on rachète des actions mais on en dilue aussi, ce qui fait que ça va juste compenser la dilution d'actions. Mais de toute façon ils l'ont dit durant le dernier rapport, le dernier conférence call, qui voulait vraiment mettre l'accent sur les rachats d'actions pour compenser les dilutions, pour apporter de la valeur aux actionnaires, parce que sinon c'est pas ok. Et les rachats d'actions, c'est vraiment un moyen de récompenser l'actionnaire sans, on va dire, verser de dividendes, etc. Donc ça c'est très important. Et mais encore une fois, ça vient pas compenser, ça compense la dilution d'actions, mais tant qu'il y a cette dilution d'actions, quelque part ça fausse, on va dire, les vrais résultats que fait l'entreprise. Donc maintenant on passe aux croissances par activité, par géographie, et là on voit qu'il y a aussi de la croissance partout, c'est vraiment aberrant. On voit que, donc là ils appellent ça le Q2 2025, mais c'est bien le Q2 2024 de l'année 2024, et en fait on voit que en fait pour tous les segments qu'on a vu tout à l'heure, il y a vraiment au moins une croissance à 2 chiffres, donc c'est vraiment énorme. Et on voit que voilà, pour le segment sales pareil, croissance à 2 chiffres, segment service croissance à 2 chiffres, segment plateforme donc et autres, parce qu'ils ont inclus Slack à l'intérieur, et croissance à 2 chiffres aussi. Marketing et commerce pareil, intégration analytics, là on va avoir notamment les acquisitions, donc Mulsoft et Tableau, on va avoir pareil une croissance énorme, donc à 2 chiffres, et ce qui fait qu'au total évidemment qu'on a une croissance à 2 chiffres. Et ça c'est vraiment très très intéressant, parce qu'en fait on voit très
Très intéressant, oui, parce qu'en fait, on voit que d'un côté, on a une prévisibilité des revenus qui est énorme, et d'un autre côté, on a une croissance qui est folle, et ça risque pas de s'arrêter parce que déjà, les prévisions du marché disent que globalement, le marché des CRM devrait croître. Et franchement, enfin moi, personnellement, j'y crois parce que, en fait, de plus en plus d'entreprises se développent, doivent se développer et doivent utiliser des CRM. Et étant donné qu'aujourd'hui, Salesforce est le premier à être positionné sur ce marché, forcément que il y a beaucoup plus de chances que les entreprises se tournent vers le premier, donc Salesforce, plutôt qu'une autre. Et donc voilà, tout simplement. Et on va voir qu'aussi, donc là on voit en fait directement que toute la croissance vient de tous les segments en fait. Peu importe la région, on est un peu plus porté par l'Asie, mais globalement dans toutes les géographies depuis 2024. On est sur une croissance qui est monstrueuse, donc que ce soit aux US, donc principalement, donc l'Amérique, ça va être principalement les US. Ensuite, en Europe et aussi en Asie, on va avoir une croissance à 2 chiffres qui est partout. Donc encore une fois, c'est quelque chose de très intéressant. Ensuite, là, j'ai retenu quelques points, notamment du conference call qui a été donné par Marc Benioff, donc le CEO et cofondateur de l'entreprise de Salesforce. Et en fait, aujourd'hui, ils ont vraiment fait l'annonce. De toute façon, c'est un très bon vendeur, et les CEO sont des très bons vendeurs. C'est pour ça que d'ailleurs, dans la plupart des cas, vaut mieux d'abord lire les rapports annuels, les rapports trimestriels, etc. Et ensuite, vous écoutez le conference call, vous écoutez ce que disent la direction. Mais globalement, vous avez le CEO qui a très bien vendu son truc. En gros, il disait qu'à Dreamforce, vous entendrez parler d'une des plus grandes entreprises de soins de santé au monde qui compte 20 millions de consommateurs aux États-Unis et qui résout plus de 90% de toutes les demandes des patients avec Agentforce. Agentforce, qu'est-ce que c'est? Ça va être quelque chose qui va être présenté à Dreamforce. Dreamforce, c'est en gros l'événement annuel de Salesforce. Et ils vont notamment parler de Agentforce. Qu'est-ce que c'est que Agentforce? C'est en gros un système qui est en développement qui permet aux entreprises d'avoir des agents, des espèces d'agents autonomes, en gros des IA, qui vont pouvoir répondre à tout un tas de problématiques pour les clients. Donc par exemple, là on a l'exemple avec cette fameuse société pharmaceutique qui dit que, voilà, donc là c'est un exemple donné par Marc Benioff durant le conference call. Il dit, par exemple, si le client veut consulter ses analyses, il pourra directement demander à l'agent autonome, pas besoin de demander à un médecin ou quoi que ce soit. S'il veut comprendre telle ou telle partie de ses analyses, il pourra directement demander aussi à l'agent autonome. Et ensuite, s'il veut par exemple répéter ses analyses, prendre un autre rendez-vous, reprogrammer un rendez-vous avec son médecin, il pourra aussi le demander à l'agent autonome, et l'agent autonome, il lira le calendrier du médecin avec les propositions du client, et ensuite ça pourra se faire automatiquement. Donc c'est vraiment fait pour automatiser tout ce process de gestion client, en fait, tout simplement. Et aussi, par exemple, donc là c'est un dernier exemple, s'il veut par exemple passer une IRM, donc un autre rendez-vous qui a rien à voir, aussi il pourra demander à l'agent, et donc là il pourra directement être mis en relation avec le bon médecin, etc., etc. Donc c'est vraiment quelque chose qui permet, encore une fois, d'automatiser tout ce processus de gestion client, et ce sont aujourd'hui les premiers à pas faire ça, mais en tout cas à faire ça sur une portée de clients qui est aussi grande, et voilà, parce qu'aujourd'hui ils ont plusieurs centaines de milliers d'entreprises qui utilisent leur logiciel, et donc forcément si vous sortez cette espèce de nouveau système, ça va profiter à plein d'entreprises directement, et donc ça va faire entre guillemets un énorme coup sur le marché. Donc après, il faut toujours différencier de ce que dit la direction et ce qui va se passer en vrai, parce que forcément qu'il y a une hype autour de ça, surtout qu'il y a l'événement Dreamforce qui va arriver juste après. Donc il faut prendre tout ça avec des pincettes, mais globalement ça va quand même dans le bon sens, et personnellement je suis assez serein pour la suite. Donc maintenant, pour ce qui est de la valorisation, on va voir deux manières. Personnellement, j'utilise deux manières, soit le DCF, donc le Discounted Cash Flow, soit une méthode par les multiples, où simplement on va se contenter de regarder les multiples. Donc je vais venir sur le Discounted Cash Flow juste après. De toute façon, je pense que je ferai une vidéo dédiée parce que c'est une méthode qui est quand même assez complexe quand on débute. Mais globalement, on va commencer par les multiples, ça va être plus simple. Donc les multiples, c'est ce que j'ai montré tout à l'heure, c'est en fait le multiple du free cash flow. Donc là en l'occurrence le PFCF, on en a plusieurs, on a aussi le PER, levé sur EBITDA, etc. Personnellement, je considère que le price to free cash flow, c'est une très bonne méthode pour calculer, un très bon multiple pour calculer la valorisation, surtout avec un business comme Salesforce. Et donc ensuite, en fait on voit tout simplement que c'est en dessous de la moyenne historique, mais après faut différencier encore une fois les deux multiples, le multiple qui ne compte pas les stock-based compensation et le multiple derrière qui compte en fait les stock-based compensation. Donc forcément on n'a pas le graphique du price to free cash flow
qui compte les SBC, donc les stock-based compensation, mais on l'a calculé tout à l'heure que c'était à peu près, on était aux alentours de 28, ce qui fait que là on est à peu près une valorisation de 28 et que globalement sur le graphique, si on devait adapter ce graphique à on va dire un price to free cash flow qui devait avoir le SBC, je pense qu'on rajouterait à peu près 25% à tout le graphique, c'est-à-dire que globalement si on était à 50, si on était à un price to free cash flow de 50, on devrait être à peu près aux alentours de 60, 65, etc. Si on rajoute 25% et si on compte les stock-based compensation. Quoi qu'il en soit, ici, en fait, on voit qu'on est vraiment un plus bas au niveau de la valorisation, alors qu'on a quand même on a quand même tout simplement une croissance qui est quand même assez aberrante, hein, une croissance qui est assez aberrante, même une croissance future qui est assez folle, en tout cas estimée. Donc après, à chacun de se faire son avis. Personnellement, je trouve que c'est un très bon multiple, même en comptant les SBC, on est à 28 fois les bénéfices, certes, c'est quand même assez élevé. Après, c'est sûr que quand on compare, par exemple, Salesforce et un S&P 500, un S&P 500 aujourd'hui, il s'échange, je crois que si on prend le Shiller P, non pas le Shiller P, mais plutôt le PER moyen du S&P 500, on est aux alentours des 28-29. Si on prend Salesforce, on a une croissance qui est plus élevée que la moyenne du S&P 500. D'un autre côté, on est à peu près au même multiple, ce qui fait que globalement, au lieu d'acheter un S&P 500, personnellement, je trouve ça plus fair, plus intéressant d'acheter un Salesforce pour avoir une meilleure rentabilité à l'avenir, en fait, tout simplement. Ensuite, on a le DCF. Donc le DCF, ce qu'on fait, c'est simplement une hypothèse sur 10 ans des cash flows. En fait, le DCF, c'est le meilleur moyen de calculer la valorisation pour chacune des entreprises. Le problème, c'est que ça repose sur énormément d'estimations et donc forcément, ça peut en fait biaiser l'analyse. Et c'est pour ça que sur une hypothèse, sur quand vous faites un DCF, vous devez absolument être extrêmement pessimiste. Enfin, pas extrêmement pessimiste non plus, mais vous devez être plus pessimiste qu'optimiste parce que justement, vous partez du principe que vous connaissez pas l'avenir, personne ne connaît l'avenir et donc on doit se donner une marge de sécurité en étant plus pessimiste. Personnellement, c'est comme ça que je fonctionne et je trouve ça beaucoup mieux en fait, hein, pour tout simplement, faut se préparer au pire parce qu'on connaît pas l'avenir et donc on doit en fait faire une hypothèse. Donc là, j'ai mis sur 10 ans, par exemple. J'aime bien faire du sur 10 ans. C'est ni trop, on va dire, court, ni trop long. La croissance donc moi, j'ai mis une croissance de 8% pour un cas pessimiste, 10% pour un cas normal et 12% pour un cas optimiste, donc 12% par an, hein, bien sûr, sur 10 ans. Et j'ai mis un PFCF final qui est donc 20 pour le pessimiste, 22,5 pour le normal, le scénario normal, et ensuite 25 pour le scénario optimiste. Donc je trouve que je reste en globalité assez pessimiste dans le sens où on pourrait avoir une croissance qui, notamment avec l'IA, qui soit bien supérieure à 12%. D'un autre côté, je préfère personnellement être assez pessimiste là-dessus pour justement avoir une marge de sécurité. Et en fait, quand on développe finalement les deux approches, on a le scénario pessimiste où on a le rendement en fait, le prix auquel vous devez investir sur la boîte en fonction du rendement que vous voulez, donc le taux d'actualisation en fait. Et donc là, globalement, imaginons que vous vouliez un rendement de 12% par an. En fait, vous devez acheter l'entreprise sur un scénario par exemple pessimiste à $163. Aujourd'hui, on est à peu près à 258 $, donc on pourrait estimer qu'elle est très élevée. Après, faut savoir que là, je suis parti du free cash flow de 2023, donc le free cash flow de 2023, il est à peu près, si on va revoir en fait tout ce qu'on a mis tout à l'heure, voilà, en fait, on est à 9,5 milliards. Donc moi, j'étais parti sur 9,5 milliards, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, en 2024, les données en TTM, donc les 12 derniers mois, on est à 11,5 milliards. Donc voilà, donc c'est donc vous prenez celui que vous voulez. Moi personnellement, j'ai pris, pour être encore plus pessimiste, j'ai pris le free cash flow de 2023, mais si vous voulez compter la croissance d'aujourd'hui, vous pouvez prendre 11,5 milliards. Donc voilà pour ça. Et donc là, on a le deuxième DCF que j'ai fait, qui est à partir du free cash flow TTM. Donc là, globalement, on va avoir des prix plus intéressants. En gros, qu'est-ce que ça veut dire cette courbe? C'est simplement le prix auquel vous devez acheter l'action en fonction du rendement d'actualisation, donc du rendement que vous voulez faire. Faire si vous voulez faire 10% par an ces prochaines années, vous devez acheter l'action au maximum à 289 $. Donc par exemple, une personne qui veut faire du stock picking, logiquement elle devrait avoir on va dire des ambitions qui soient supérieures à celles du S&P 500 ou peut-être du Nasdaq, en fonction de vos objectifs. Donc globalement, imaginons qu'un S&P 500 fait entre 9 et 10% de performance annuelle, vous allez chercher peut-être au moins 11% de performance. Et donc à ce moment-là, sur un scénario normal, vous devez aller chercher au maximum 268 $ pour Salesforce, avec une croissance du coup qui est de 10% par an ces 10 prochaines années du free cash flow et un PFCF final d'échange
de 22,5, ce qui est selon moi assez faible par rapport encore une fois à l'historique auquel s'échange Salesforce. Oui, donc j'ai complètement oublié de dire, c'est qu'en fait là je suis parti du free cash flow donc 2023 et ici du free cash flow TTM. Donc en gros j'avais dit que j'étais parti du free cash flow donc de 9,5 milliards pour le 2023 et donc du TTM de 11,5 milliards. Il faut savoir que j'ai retranché 9,5 milliards des stock-based compensation. Donc ça veut dire que j'ai retiré 9,5 milliards, enfin j'ai retiré les stock-based compensation, donc globalement 2,7 milliards de 9,5 milliards, ce qui fait qu'on a vraiment le vrai free cash flow à la fin. Donc c'est pas le free cash flow qui est donné ici, mais c'est le free cash flow déduit des stock-based compensation. Donc comme ça on a vraiment le revenu qui est vraiment encaissé à la fin, déduit des dilutions qui sont faites aux actionnaires. Donc là, c'est vraiment de la valeur ajoutée pure. Et aussi pour le DCF qui a été fait sur 2024, bah en fait, on est sur 11,5 milliards que j'ai enlevé, auquel j'ai enlevé 2,9 milliards. Donc on est vraiment sur le vrai free cash flow à chaque fois, ce qui fait que c'est une estimation qui est beaucoup plus, on va dire, juste, qui est beaucoup plus, entre guillemets, honnête, et donc voilà, tout simplement. Donc voilà pour la valorisation. Donc personnellement, je trouve que Salesforce est à un prix plutôt correct aujourd'hui, vraiment correct. Après c'est sûr que ça reste une entreprise de croissance, donc globalement les ratios de valorisation, si on compare à la moyenne du marché mondial ou même à d'autres, si par exemple vous allez chercher des small cap value, etc., évidemment que ça va être beaucoup plus élevé que cette moyenne là. Après personnellement je considère que dans un portefeuille on doit avoir une partie qui est après c'est encore une fois c'est mon avis, une partie croissance, une partie value, pour avoir en fait une compensation des risques. Et globalement, si vous avez d'un côté une entreprise de croissance qui est une bonne entreprise que vous avez bien analysée, etc., mais d'un autre côté vous avez une partie de votre portefeuille qui est en value, vous avez une compensation des risques, d'un côté la valorisation, de l'autre côté la croissance, etc. Donc voilà, donc c'est assez intéressant. Mais dans tous les cas, aujourd'hui Salesforce, je pense, alors je sais pas si je vais rentrer, encore une fois c'est pas une entreprise que j'ai en portefeuille, mais possible que je rentre ces prochains mois. Donc voilà, en tout cas dites-moi ce que vous avez pensé de cette analyse, et dites-moi si vous êtes intéressé par Salesforce dans votre portefeuille, si vous l'avez en portefeuille, et puis on se dit à la prochaine.